Une grand-mère perd la garde de sa petite-fille, et le tribunal est bouleversé par les révélations de l'enfant. Bonjour à tous, prenez un moment pour respirer, pendant que vous assistez à ces instants chargés d'émotions. Tribunal de la famille, État de New York, un matin glacial de début d'hiver. La température frôlait le point de congélation, et les bourrasques de vent perçaient même les manteaux les plus épais. Les gens frissonnaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la tension suffocante qui régnait dans la salle d'audience numéro 3. Margaret Carter, 62 ans, serrait la petite main de sa petite-fille Abigail comme si la lâcher signifierait perdre tout ce qu'elle avait de plus cher au monde. Elle portait un vieux pull bleu, enroulé dans une écharpe faite main, qu'elle avait tricoté le jour de la naissance d'Abigail. La fillette de 10 ans se pressait contre elle, les yeux rougis, les mains glacées. « Mamie, j'ai peur », murmura Abigail. « Ça va aller, mon trésor, je suis là », répondit Margaret, la voix douce mais les yeux emplis d'inquiétude. Son avocat, maître Michael Bennett, un homme trapu aux cheveux poivre et sel, ajusta ses lunettes et souffla discrètement. « Madame Margaret, quoi qu'il arrive, nous avons encore le droit de faire appel. Ne réagissez pas trop vivement. »« Je ne réagis pas pour des droits, maître Bennett, » répondit-elle d'un ton glacial. « Je réagis parce que cet enfant n'est pas un objet. » La porte du tribunal s'ouvrit. La juge Samantha Meyers, dans la cinquantaine, entra, suivie de 2 greffiers et d'une spécialiste en psychologie. Tous se levèrent. L'atmosphère changea aussitôt, comme si une force invisible venait de pénétrer la pièce. « L'audience sur la garde de l'enfant mineur Abigail Morgan est désormais ouverte », déclara la juge d'une voix ferme. Quelques instants plus tard, une autre porte s'ouvrit. Un homme grand, en costume noir impeccable, fit son entrée. Son visage sculpté, sa barbe soignée, et ses yeux glacés donnèrent à la pièce un froid encore plus mordant. Daniel Harris. Margaret resserra son étreinte sur Abigail. La fillette sursauta, la peur envahissant son visage dès qu'elle aperçut l'homme. « Je ne veux pas le voir, mamie, » dit-elle en se blottissant contre le torse de Margaret. « Reste calme, mon ange. Je suis là. Je ne laisserai personne t'arracher à moi. » Margaret tremblait. Daniel prit place du côté du plaignant, lançant un regard glacial à Abigail et Margaret, comme un juge inversé. Son avocate, Lauren Reed, une femme grande, mince, blonde, esquissa un sourire satisfait. « Commençons par les résultats ADN, » dit la juge en faisant signe à la spécialiste. Jennifer Wilson, experte médico-légale, s'avança. « Nous avons mené 3 tests indépendants, tous aboutissant à la même conclusion, Madame Margaret Carter n'a aucun lien biologique avec l'enfant Abigail Morgan. » La salle devint silencieuse. Abigail leva les yeux vers sa grand-mère, désemparée. « C'est pas possible. T'es pas ma vraie mamie ?» murmura-t-elle. Margaret se pencha vers elle, saisissant son visage avec tendresse, la voix nouée par l'émotion. « Peu importe ce que disent les papiers, mon trésor. Je suis celle qui t'aime plus que tout au monde. » La juge poursuivit. Conformément au Code civil américain et en vertu des résultats ADN, la tutelle de Madame Carter est officiellement révoquée. « Non !» hurla Abigail. Elle bondit de sa chaise et s'accrocha à Margaret de toutes ses forces. 2 agents de la protection de l'enfance, Elizabeth Martin et Alexander Smith, s'approchèrent aussitôt. « Ne touchez pas à ma petite fille. »« Ce n'est pas un objet », s'écria Margaret. « Madame, nous exécutons simplement l'ordre du tribunal, » répondit Alexander avec calme. « Je ne veux pas y aller. Je vous en supplie, non. » Sanglota Abigail, les larmes coulant à flots. Daniel se leva, s'avança. « Abigail, je suis ton père. Viens avec moi. Une nouvelle vie t'attend. »« Tu n'es pas mon père !» hurla-t-elle. Margaret tenta de la retenir, mais elle ne faisait pas le poids face aux agents. Ils arrachèrent Abigail à ses bras. Ses cris transpercèrent la salle d'audience. « Margaret ! Mamie, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je t'en supplie. » Tous les regards se tournèrent vers Margaret. Certains la dévisageaient avec mépris. Une femme au fond murmura. « Vieille folle. » Lauren Reed s'avança calmement. « Il est clair que cette femme a tout inventé. 10 ans de mensonges. 10 ans à tromper la justice. »« C'est faux !» cria Margaret, les yeux en feu. « J'ai élevé cet enfant après la mort de sa mère.
Je n'avais jamais entendu parler de Danielle Harris avant que tout cela commence. Danielle se tourna vers elle avec un sourire narquois. Vraiment? Tu ne m'as jamais connu? J'ai passé 10 ans à chercher ma fille, enlevée par une vieille folle sénile qui l'a cachée à la justice. Tu es un démon dans la peau d'un père, lança Margaret, le doigt tendu vers lui. La juge Meyers frappa de son marteau. Silence dans la salle. Abigail avait déjà disparu derrière les portes, ses cris résonnant faiblement dans le couloir. La salle devint pesante, oppressante. Margaret s'effondra sur sa chaise, vidée, les yeux ouverts mais vides. Nous allons à présent poursuivre l'audience concernant les soupçons de falsification de documents. Suspension de séance pour 10 minutes, annonça la juge. À l'extérieur, sur un banc du couloir, Maître Bennett s'adressa doucement à Margaret. Madame Carter, voulez-vous un peu d'eau? Restez calme. Je n'ai pas besoin d'eau, répondit-elle, la voix cassée. J'ai besoin de ma petite fille. C'est tout ce qu'il me reste. Il soupira. Je comprends. Mais nous sommes dans une position fragile. Aucun lien biologique, aucun document officiel laissé par la mère. J'ai l'amour, j'ai le cœur. Et j'ai le souvenir d'une femme qui m'a fait promettre de protéger sa fille coûte que coûte. Une jeune femme s'approcha. Cheveux bouclés, manteau foncé bordé de fourrure. C'était Isabelle Taylor, journaliste indépendante ayant couvert de nombreuses affaires liées aux droits des enfants. Excusez-moi, je suis Isabelle Taylor, USA Today. Pourrais-je vous parler après l'audience, Madame Carter? Vous voulez interviewer celle que tout le monde considère comme une vieille folle délirante, répondit Margaret avec un sourire amer. Tout le monde ne croit pas aux versions officielles. Je veux entendre votre histoire, pas celle du système, répliqua Isabelle. Ce n'est pas le moment pour la presse, intervint Bennett. Laissez-la poser ses questions, dit Margaret. Isabelle s'assit, alluma son enregistreur. Avez-vous quelque chose à dire au public, à ceux qui vous voient comme une femme mentalement instable, obsédée par une garde illégitime? Margaret leva la tête, les yeux brillants. Je n'ai qu'une chose à dire. Quand ma fille Emily est morte, elle n'a laissé ni argent, ni testament. Elle m'a seulement laissé Abigail, et un murmure, maman, ne le laisse jamais la retrouver. Tu comprends? Je n'ai pas fait cela pour moi. Je l'ai fait pour tenir une promesse faite à une mère mourante. Isabelle resta silencieuse, le regard attendri. Non loin, une femme de ménage, balayant le couloir, s'approcha lentement et murmura en anglais. Je ne connais pas tous les détails, mais quand un enfant crie votre nom comme ça, aucun test ADN au monde ne peut effacer ce lien. Margaret la regarda, sans répondre. Elle se contenta de lui serrer la main, tremblante mais résolue. Dans le cœur de Margaret, ce cri un mamie résonnait encore. Mais dehors, le monde avait déjà commencé à réécrire l'histoire dans l'autre sens. Et l'homme assis tout en haut, Danielle Harris, affichait encore un sourire, comme s'il avait déjà gagné. Reprise de l'audience, résonna la voix de la juge Meyers. Tous reprirent place dans la salle tendue comme une corde de violon. Margaret s'assit en silence, immobile, telle une statue. Personne n'osa parler. Même Bennett se contenta d'un regard inquiet. La juge feuilleta le dossier, puis se tourna vers le camp du plaignant. Maître Lorraine Reed, vous pouvez présenter votre argumentaire. L'avocate de Daniel se leva, impeccable, tranchante. Votre honneur, j'irai droit au but. Madame Margaret Carter n'a pas seulement violé les lois sur la tutelle. Elle a commis un enlèvement organisé d'un mineur. De plus, elle a délibérément créé une fausse identité, falsifié des documents, dont l'acte de naissance d'Abigail Morgan. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Margaret fixa Lorraine droit dans les yeux. Vous mentez. Je n'ai jamais falsifié quoi que ce soit. Vraiment, dit Lorraine en brandissant un dossier. Selon les archives civiles, un acte de naissance réédité en 2015 indique que Margaret Carter est la grand-mère légale. Mais il n'y a aucune preuve ADN, aucun témoignage de la mère. Qui a autorisé cela? Vous avez rédigé la demande à la main. Pensiez-vous que le système se laisserait si facilement tromper? La juge hocha la tête et consulta les dossiers croisés. Bennett se leva. Votre honneur, Madame Carter n'avait aucune intention de commettre une fraude. À l'époque, Emily Morgan, la mère d'Abigail, venait de mourir. Dans la panique, un agent civil local, Monsieur John Blake,
a aidé à remplir les documents sur la base d'un témoignage oral. Lorraine ricana. Monsieur Blake? L'officiel renvoyé en 2016 pour avoir accepté des pots de vin? Très crédible. Margaret se redressa. Je n'ai soudoyé personne. John était notre ancien voisin. Il connaissait Emily, il connaissait ma petite fille. Il voulait simplement aider. Et si c'était une erreur, alors c'est la mienne. J'ai cru que le gouvernement protégerait un enfant orphelin au lieu de l'écraser. Daniel l'interrompit, ignorant les signes discrets de son avocat. 10 ans. 10 ans qu'elle a échappé à la loi, changeant d'adresse, de lycée, comme une fugitive en cavale. On a déménagé parce que je ne pouvais plus payer le loyer à Harlem, répliqua Margaret d'une voix tranchante. Je fais le ménage dans des maisons pour vivre. Je ne suis pas un homme d'affaires avec un manoir de 7 chambres, comme toi. Elle serra les poings. Un pauvre n'a pas le droit d'élever un enfant? C'est justement pourquoi elle doit retourner chez son père biologique, déclara Daniel, calme mais glacial. Le juge leva la main. Silence. Maître, veuillez continuer. Lorraine fit jouer un enregistrement. Je m'appelle Abigail. Margaret est ma grand-mère. Mon papa est mort. Ma maman m'a dit de ne faire confiance à personne d'autre. Il s'agit d'un enregistrement issu d'une évaluation psychologique de 2022, précisa-t-elle. Il est clair que l'enfant a été conditionné. Margaret Carter a sciemment créé une réalité mensongère pour cette fillette, comme dans les cas d'enlèvement d'enfants en Amérique du Sud dans les années 1980. Des rires moqueurs fusèrent dans la salle. Un homme murmura. On dirait un lavage de cerveau façon secte. Margaret serra les dents. Monsieur Bennett intervint. Votre honneur, Margaret n'agit pas comme une criminelle. Elle agit comme une grand-mère. Effrayée, aimante, impuissante, assistant à la destruction imminente de l'avenir de l'enfant qu'elle a élevé. Lorraine ne céda pas. Elle n'est pas sa grand-mère. Je le répète, l'affection ne remplace pas la loi. Si chacun pouvait se prétendre membre de la famille et enlever des enfants au nom de l'amour, où irait notre société? Daniel acquiesça. Le juge Meyers fixa Margaret. Madame Carter, avez-vous quelque chose à dire avant que je rende mon verdict concernant l'accusation de falsification de documents? Margaret se leva. Son visage n'exprimait plus la colère, mais une douleur nue, celle de quelqu'un écorché vif en pleine place publique. Je n'ai pas de documents. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas d'ADN. Mais j'ai des souvenirs. J'ai encore en tête son premier cri. J'ai veillé ces nuits de fièvre à 40 degrés, minute après minute. J'ai la berceuse que sa mère m'a apprise, que moi seul connais. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis sa grand-mère. L'enfant le sait. Et c'est la seule chose qui compte. Pas vous. Pas ce tribunal. Pas ce système qui a laissé sa mère mourir sans justice. Un silence pesant tomba. Puis Lorraine se mit à applaudir lentement. Très émouvant, vraiment. Mais malheureusement, les décisions de justice ne se basent pas sur l'émotion. Dans la galerie, une femme se leva. Puis-je demander une réévaluation de l'environnement de vie de M. Daniel Harris avant tout transfert de garde, demanda Anna Mitchell, représentante de l'Organisation de protection de l'enfance. Lorraine réagit aussitôt. Pas nécessaire. Il est un homme d'affaires prospère, propriétaire de 3 entreprises, aucun casier judiciaire, famille stable. L'argent ne prouve pas la moralité, rétorqua Anna. Daniel ricana. Et la pauvreté le prouve, madame? Monsieur Bennett s'avança. Si le tribunal le permet, nous aimerions demander une évaluation psychologique d'Abigail après sa séparation d'avec Margaret, afin de détecter d'éventuels signes de traumatisme. Inutile, trancha Lorraine. Nous pensons qu'elle se remettra vite avec les soins appropriés. Vous traitez cet enfant comme une machine, murmura Margaret. Lorraine conclut, d'une voix tranchante comme une lame. Ceci n'est pas une simple affaire de garde. C'est une opération sophistiquée d'enlèvement déguisée en affection. Une vieille femme délirante, obsédée par le contrôle. Et une enfant privée de son droit de connaître la vérité. Margaret chancela, s'agrippant à la table pour ne pas tomber. Abigail n'était plus là pour lui tenir la main tremblante. Après le procès, les médias s'enflammèrent. Une du New York Times, fausse grand-mère Margaret Carter soupçonnée d'enlèvement d'enfants pendant 10 ans. Ces vieilles dames seules deviennent folles. Peut-être qu'elle est vraiment dérangée.
Si c'est vrai, cette gamine, une enfance entière bâtie sur un mensonge. Même si elle l'aimait, la loi, c'est la loi. Mais la journaliste Isabelle Taylor, qui avait interviewé Margaret autrefois, répliqua sur sa chaîne indépendante. Ne condamnez pas trop vite une femme sous prétexte qu'elle n'a pas de preuves ADN. Certains liens sont plus forts que le sang. Et certains dossiers cachent des vérités que le système refuse d'ouvrir. Dans un petit appartement de Brooklyn, Margaret restait assise dans l'obscurité, seule. Dans sa main, une vieille photo, Abigail et sa mère Emily, toutes deux souriantes, sous les couleurs flamboyantes de Central Park en automne. La sonnette retentit. C'était Isabelle. Madame Margaret, je voulais juste vous dire que je ne les crois pas. Margaret leva les yeux. Ses paupières gonflées par les larmes. Tu crois que quelqu'un va m'écouter, Isabelle? Quand tout le monde préfère une histoire sordide, parce qu'elle est plus facile à digérer? Isabelle s'assit à ses côtés. Tout le monde ne la digère pas. Certains s'étouffent avec. Margaret serra les lèvres. Au fond d'elle, la voix d'Abigail résonnait encore. Mamie, tu es ma famille. Mais dehors, le monde avait tout réécrit. Pour eux, Margaret n'était plus une grand-mère. Elle était devenue un symbole. La vieille folle obsédée par la garde d'un enfant. Le manoir des Harris, situé en banlieue de New York, était entouré d'une clôture de fer de 3 mètres, de portails électriques et d'un système de caméras denses. Les gens l'appelaient « le paradis des élites ». Mais pour Abigail, dès le premier pas franchi, ce fut un enfer doré. « Bonjour, ma chérie », dit Daniel avec un sourire factice à la porte d'entrée. « Bienvenue à la maison. » Abigail ne répondit pas. Elle baissa la tête, serrant son sac à dos comme si c'était la dernière pièce de son ancienne vie. « Je suis Christine Carter », dit une femme d'une quarantaine d'années sortant de la maison. La gouvernante. « À partir de maintenant, tu suivras l'emploi du temps que j'ai établi. » Abigail leva les yeux. Christine portait un uniforme gris pâle, son visage figé comme celui d'une gardienne de prison. « Tout ira bien », ajouta Daniel en posant une main sur son épaule. Elle sursauta. Le premier jour, une liste de restrictions. Christine lui tendit un planning. 7 heures, réveil. 7h30, petit déjeuner. 8 heures, cours à domicile avec un précepteur. 12 heures, déjeuner. 13 heures, études. 17 heures, exercice dans la cour. 18 heures, loisirs surveillés. 20 heures, douche. 21 heures, extinction des feux. Et le téléphone, demanda doucement Abigail. Aucun, répondit Christine. Toute communication passe par la direction. Et mamie Margaret? Christine la fixa droit dans les yeux, sans cligner. Oublie-la. La chambre ressemblait à une suite de princesses. Immense lit, oreiller en soie, jouet parfaitement rangé. Tu aimes? Demanda Daniel derrière elle, la voix mielleuse. Abigail ne répondit pas. Je prépare tout ça depuis tes 5 ans. Mais une vieille vipère te l'a volé. Ce n'est pas une vipère, dit Abigail à voix haute, pour la première fois. Daniel avança, les yeux assombris. Ne hausse pas la voix avec ton père. Tout ici m'appartient. Y compris toi. Le 3e jour, Abigail tenta la porte d'entrée. Serrure à empreinte digitale. Christine, je veux juste sortir un peu. Impossible. Tu n'as pas l'autorisation. Je dois parler à une amie. Tu n'as pas d'amis. Ne raconte pas de bêtises. Christine tourna les talons. Le 5e jour, un professeur arriva pour une leçon de mathématiques. Monsieur James Sutton, un homme doux aux cheveux argentés. Je n'arrive pas à me concentrer, murmura Abigail. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas si c'est une maison ou une prison. James regarda autour. Christine se tenait à quelques mètres, les yeux rivés aux caméras. Écoute, souffla-t-il. Si jamais tu as besoin d'aide, laisse un mot. Mais fais attention. Tout ici est surveillé. Abigail hocha lentement la tête. Pour la première fois, quelqu'un ne lui criait pas dessus. Ce soir-là, à table, Daniel demanda. Que as-tu étudié aujourd'hui? Les fractions, les maths, répondit sèchement Abigail. Tu te souviens de la formule? Abigail se mura dans le silence. Daniel ricana. Une fille stupide,
C'est une tragédie. Comment tu comptes gagner de l'argent comme ça? Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai juste besoin de liberté. Le bruit brutal de vaisselle brisée résonna dans la pièce. Abigail reçut une gifle. Ne me parle plus jamais de liberté. Rugit Daniel. La liberté est un luxe. Seuls les forts y ont droit. Christine accourut. Daniel, calme-toi. Abigail, la joue en feu, ne pleura pas. Mais ses yeux brûlaient d'un feu que rien ne pouvait éteindre. Elle tourna la tête, sans ajouter un mot. Au 8e jour, Abigail osa demander. Qu'est-il arrivé à ma mère? Daniel plissa les yeux, s'enfonça dans le canapé. Elle conduisait comme une folle. Elle a percuté un poteau. Morte sur le coup. Impossible. Ma mère était prudente. Elle savait aussi mentir, tout comme ta soi-disant grand-mère. Elle pensait pouvoir m'échapper. Tu l'as menacée, n'est-ce pas? Une autre gifle. Plus violente. Daniel se pencha, souffla dans son visage. Je peux te faire disparaître, tout comme ta mère. Ne me défie pas. À partir de ce jour-là, Abigail devint muette. Elle étudiait à l'heure, mangeait selon un horaire précis, traversait la maison comme une ombre. Et la nuit, quand tout devenait silencieux, elle pleurait en secret. Chaque fois, sa main retrouvait l'endroit exact où la gifle avait frappé. Pour ne jamais oublier. Un jour, tandis que Christine parlait au téléphone, Abigail glissa dans la bibliothèque. Elle tenta d'utiliser l'ordinateur. Code requis. Échec. Elle fouilla des dossiers d'entreprise. Un tiroir était verrouillé. Elle en grava l'étiquette dans sa mémoire, CH102. À l'intérieur d'un vieux livre, un papier glissa. Une facture médicale du Saint-Maries Medical Center. Nom du patient, Emily Morgan. Abigail fixa le document. Un message de sa mère? Ce soir-là, Daniel annonça. La semaine prochaine, quelqu'un du ministère de l'Éducation viendra évaluer ton environnement d'apprentissage. Je veux que tu souris. Que tu dises, mon père est un bon père. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout paraisse légal. Et moi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Daniel haussa les épaules. Un investissement. Si tu obéis, tu seras récompensé. Dehors, le manoir semblait paisible. Chaque matin, le personnel taillait les haies, arrosait les plantes, nettoyait la voiture. À l'extérieur, on aurait dit une famille modèle. Personne ne voyait Abigail fixer les caméras de sécurité chaque soir, priant pour qu'une tombe en panne. Personne n'entendait son murmure dans son sommeil, grand-mère. Un après-midi, son professeur de maths, James, lui tendit discrètement un stylo. Un stylo à compartiment secret. Écris un mot si tu dois signaler quelque chose. Mais que personne ne te voie. Pourquoi vous m'aidez? Demanda Abigail. Parce que moi aussi, j'ai été un enfant enfermé. La pièce restait allumée chaque nuit. Mais en Abigail, tout était éteint. Plus de Margaret. Plus de maman. Juste des murs luxueux et les yeux glacés de l'homme qui se faisait appeler papa. Les nuits new-yorkaises lui volaient la chaleur des os. Dans sa fausse chambre de princesse, Abigail se recroquevillait. Une petite lampe en forme d'ange projetait sa lumière sur ses cheveux emmêlés. Ses yeux restaient ouverts. Le sommeil ne venait jamais. Au loin, l'horloge du salon sonna. 3 heures. Abigail se redressa, ouvrit doucement le placard, et en sortit la vieille valise en tissu que Margaret lui avait glissée en secret avant qu'on les sépare. Dedans, quelques vêtements usés, un ours en peluche déchiré, et une couverture brodée des initiales AM. Ton nom est Abigail Morgan, avait murmuré Margaret la veille de leur séparation. Abigail retourna la valise. Une couture semblait anormale. Elle tâta, l'ouvrit avec soin. Un petit paquet de papier tomba. Son cœur se mit à battre plus fort. À l'intérieur, des documents hospitaliers au nom d'Emily Morgan. Un article de presse jauni, Daniel Harris, PDG, soupçonné de trafic humain, affaire classée après disparition d'un témoin clé. Une lettre manuscrite, jaunie, écrite d'une écriture familière. Abigail la lut, tremblante. Moi, Emily Morgan, écris cette lettre dans un état de peur extrême. Si je disparais, si je meurs dans des circonstances étranges, ne croyez jamais que c'est un accident. Protégez Abigail de Daniel Harris.
Il n'est pas son père. C'est un manipulateur. Un démon sous forme humaine. Margaret, si tu lis ceci, cache ma fille. Fais ce qu'il faut. Tu es ma seule confiance. Liée par le sang ou non, tu es sa vraie famille. Abigail éclata en sanglots. Pas de douleur. Mais de vérité. Sa mère savait. Elle savait le danger. Alors pourquoi l'avait-il renvoyé chez lui? Le lendemain, Abigail ne dit rien. Elle fit semblant. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Pendant le cours de maths avec James, elle murmura. Est-ce qu'on peut faire confiance aux journaux? James tressaillit. Que as-tu lu? Un vieil article sur Daniel. Il a été soupçonné de trafic humain. James regarda autour de lui, répondit à voix basse. Où as-tu trouvé ça? Dans ma valise. C'est ma mère qui me l'a laissé. Tu as une lettre? Abigail hocha la tête. James soupira. Garde tout en sécurité. Ne fais confiance à personne. Pas même à moi. Je vous fais confiance. Vous êtes le seul à ne pas me traiter de menteuse. Cette nuit-là, Daniel était en voyage d'affaires. Christine, plus distraite que jamais. Abigail retourna dans la bibliothèque. Elle utilisa le stylo spécial pour recopier la lettre de sa mère à la main, cacha la copie dans un autre livre. Puis elle retourna dans sa chambre et examina les documents. Le dossier médical montrait qu'Emily avait été soignée pour une blessure au poignet due à une chute. Mais une petite note du médecin disait « blessure incompatible avec une chute typique ». Elle a été battue, murmura Abigail. L'article de presse disait que Harris, PDG d'une entreprise de transport, était soupçonné d'utiliser ses camions pour faire passer des gens du Mexique aux États-Unis. Les preuves avaient disparu. Les témoins s'étaient rétractés. Il avait déjà été enquêté. Et la justice avait échoué. Comme elle avait échoué pour sa mère. Et pour Margaret. Le lendemain matin, James arriva. Abigail lui glissa un minuscule mot plié dans une page de cahier. J'ai des preuves. Il faut que quelqu'un là dehors les voie. Envoyez-les à Margaret Carter. Ne m'abandonnez pas. James lut, hocha la tête. Tu ne seras pas seul. Ce soir-là, Abigail serra contre elle son ours en peluche déchiré. Elle murmura. Maman, je sais que tu as essayé de me protéger. Margaret aussi. Maintenant, c'est mon tour. Dehors, le vent portait des échos lointains. Une promesse, fragile comme un fil, solide comme une pierre. Pendant ce temps, Christine faisait son rapport à Daniel. Elle s'est refermée. Peut-être qu'elle a accepté. Daniel acquiesça. Bien. Si elle recommence à se rebeller, on l'enverra en Californie. Il y a un centre de rééducation qui coopérera. Christine demanda. Tu penses vraiment que Margaret est dangereuse? Daniel sourit. Les personnes les plus dangereuses sont celles qui aiment sans condition. Elles croient en l'amour plus qu'au pouvoir. C'est ce genre de foi qui rend fou les hommes comme moi. Dans l'obscurité, une fillette de 10 ans se préparait pour un combat que personne ne croyait possible. Mais Abigail savait, la vérité est une arme, et l'amour, un bouclier. Elle ne laisserait pas la mort de sa mère tomber dans l'oubli. Devant le manoir des Harris, le printemps approchait. Mais dans le cœur d'Abigail, le froid restait. Aussi froid que la main de Daniel, que le regard de Christine, que ces murs stériles et silencieux. Elle savait, si elle n'agissait pas, tout ce que sa mère avait laissé derrière serait perdu à jamais. Cette nuit-là, elle mit son plan en marche. Elle découpa une feuille d'école en petits morceaux. Sur chacun, elle écrivit d'une minuscule écriture. Je m'appelle Abigail Morgan. Je suis retenue par Daniel Harris. Aidez-moi. Prévenez Margaret Carter. Elle glissa les papiers dans le cœur creux d'un rouleau de papier toilette qu'elle emportait chaque jour. Le samedi arriva. Christine gara la voiture sur un parking de Target, dans le Queens. Abigail marchait à côté d'elle, telle une petite ombre silencieuse. Tu as 20 minutes, murmura Christine. Pas de course, pas de discussion avec des inconnus. Je sais, répondit Abigail. Elle se dirigea directement vers le rayon du papier toilette. Feignant de comparer les marques, elle glissa discrètement le minuscule mot dans le dernier rouleau, tout en bas. Son cœur battait comme le tonnerre avant une tempête. Christine s'approcha.
Tu comptes rester là combien de temps? Je choisis un emballage écologique, répondit calmement Abigail. Christine ne soupçonna rien. Elles quittèrent le magasin au bout de 18 minutes. Le mot était toujours là, dissimulé parmi des centaines d'articles que personne ne remarquait. 3 jours plus tard, dans l'arrière-boutique du magasin, Mary Thompson, 47 ans, femme de ménage, réapprovisionnait le rayon papier toilette lorsqu'elle remarqua un rouleau mal rangé. « C'est étrange », murmura-t-elle. En le ramassant, un petit bout de papier glissa au sol. Elle le lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Cet après-midi-là, elle remit le message à son supérieur. Le magasin contacta la ligne d'urgence de Child Safe USA, l'Agence nationale de protection de l'enfance. Au bureau new-yorkais de Child Safe USA, Charles Nolan, superviseur des affaires internes, posa le mot sur son bureau. Abigail Morgan, Margaret Carter, Daniel Harris. Ces noms me disent quelque chose, dit-il à sa collègue Lucy Evans. Ils devraient, répondit Lucy. C'est l'affaire de la fausse grand-mère, celle qui a fait le buzz le mois dernier. Charles fronça les sourcils. Et si on s'était trompé de camp? Et si la fillette disait la vérité? Lucy acquiesça. On doit vérifier, mais en toute discrétion. Daniel a beaucoup de relations. Une enquête secrète fut lancée. Child Safe USA commença à surveiller Daniel, ses fréquentations, les endroits où il emmenait Abigail, et s'il la scolarisait et prenait réellement soin d'elle, comme il le prétendait. Charles contacta la journaliste Isabelle Taylor, qui avait suivi de près l'histoire de Margaret. « Isabelle, es-tu toujours en contact avec Margaret Carter? » « Oui, elle est très déprimée, mais elle ne lâche rien. Dis-lui que la fille se bat peut-être encore. » La voix d'Isabelle se brisa. « Je le ferai. Merci. Merci de ne pas avoir cru aveuglément Internet. » Ce soir-là, Margaret était seule, assise près de la fenêtre de son petit appartement à Brooklyn. Quand Isabelle arriva, elle tenait encore un cadre avec la photo d'Abigail. Isabelle lui tendit une photocopie du message. Margaret le lut. Ses mains tremblaient. Ses yeux s'arrêtèrent sur une phrase. « Aidez-moi. » Dit à Margaret Carter. « Elle croit encore en moi. » « Elle n'a pas abandonné, » murmura Margaret. « On va la sortir de là. Mais tu dois être forte. Tu dois tenir bon quand viendra le procès. » Margaret hocha la tête. Pour la première fois depuis des semaines, une lumière nouvelle brilla dans ses yeux. Dans le manoir des Harris, Abigail n'avait aucune idée qu'elle avait réussi. Elle continuait de vivre comme une ombre, en silence, attendant. Christine, peu à peu, devint soupçonneuse. « Tu as caché quelque chose au magasin, pas vrai? » « Non, » répondit vite Abigail. Christine la fixa. « Tu sembles calme. Trop calme. Je suis fatiguée. Je ne veux plus me battre. » Christine esquissa un sourire tordu. N'essaie pas de tromper une ancienne infirmière de centre de rééducation. Abigail baissa les yeux, mais au fond d'elle, elle savait que le temps pressait. Il ne lui restait peut-être que quelques jours avant que tout n'explose. Le lendemain, Daniel reçut un appel inattendu. « Nous devons effectuer un contrôle d'urgence sur l'enfant. »« Inutile, » répliqua-t-il sèchement. « De nouvelles réglementations de Child Safe USA l'exigent. Un refus serait une infraction. » Daniel jeta le téléphone sur la table. « C'est raflaire quelque chose. » Christine demanda. « Que fait-on? » « On en finit. On l'envoie en Californie. La semaine prochaine. » Dans sa chambre, Abigail entendit tout à travers la porte entr'ouverte. Elle savait qu'elle devait agir, immédiatement. Elle sortit sa vieille valise, prit une autre feuille de papier, et écrivit un deuxième mot. « Il prévoit de m'emmener hors des États-Unis. Aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Elle cacha le mot dans la poche du manteau qu'elle porterait quand James viendrait. Elle pria pour qu'il le trouve. Lundi matin, la porte du manoir s'ouvrit. 3 inconnus entrèrent, une femme, un homme en costume, et un policier. « Nous venons de Child Safe USA. Voici notre autorisation. » Daniel ricana. « Allez-y. » La fille étudie. Elle est très obéissante. Abigail fut invitée au salon. « Je m'appelle Hélène Parker, spécialiste de la protection de l'enfance. Voici maître Victor Campbell, conseiller juridique de Child Safe USA. » Abigail,
veux-tu nous dire quelque chose, demanda doucement Hélène. Abigail regarda Daniel. Il lui sourit, ce sourire tranchant comme une lame. Non, murmura-t-elle. Hélène allait poursuivre, quand James s'avança brusquement et tendit à Victor le second mot. Vous devriez lire ceci, dit-il d'un ton grave. Le visage de Daniel blêmit. Christine recula d'un pas. Victor lut. Son expression se durcit. Hélène, je recommande de retirer immédiatement l'enfant. Il faut la placer en protection le temps de l'enquête. Vous n'avez pas ce pouvoir. Cria Daniel. Si, répliqua fermement Hélène. Nous agissons pour le bien de l'enfant. Daniel tenta de s'élancer, mais l'officier l'en empêcha. Personne ne touche à la fillette. Abigail se leva, s'approcha d'Hélène. Elle ne se retourna pas. Elle ne versa pas une larme. La porte du manoir se referma derrière elle. Pour la première fois depuis des jours, elle respira un air sans surveillance. Salle d'audience numéro 2, tribunal familial de New York. Il ne neigeait pas ce jour-là, mais l'air semblait épais, comme si chacun respirait à travers un linge humide. Les portes s'ouvrirent, l'une après l'autre. Avocats, journalistes, membres de la famille, agents de sécurité s'installèrent. Tout le monde savait que cette audience ne portait pas que sur la garde d'un enfant. C'était le lieu où la vérité pouvait enfin éclater. Daniel Harris s'assit sur le banc des accusés. Il portait un costume gris, l'air calme, mais sa main droite tremblait. Son avocate, Lauren Reed, murmura. « Restez calme. Vous êtes le père biologique. La loi est encore de notre côté. » Pas si elle parle, répondit Daniel froidement, les yeux rivés sur la porte. Elle s'ouvrit. Abigail entra, marchant aux côtés de Margaret et de maître Michael Bennett. Elle portait une robe bleu foncé, les cheveux attachés, la main serrée dans celle de Margaret. Pour la première fois depuis des semaines, ses yeux ne pleuraient plus. Ils brûlaient, non pas de joie, mais d'acier. Un murmure parcourut la salle. Quelques journalistes levèrent leurs caméras, vite interrompus par les agents du tribunal. La juge Samantha Meyers frappa du marteau. Silence. L'audience commence. Affaire, Abigail Morgan. Aujourd'hui, nous répondons à une requête de Child Safe USA à la demande de révision de Maître Carter. Le tribunal rouvre le dossier de garde et écoutera le témoignage de l'enfant. Elle se tourna vers Abigail. Souhaites-tu t'exprimer? Abigail se leva. La pièce devint silencieuse. La fillette de 10 ans s'avança au centre de la salle, le regard droit. Je m'appelle Abigail Morgan, dit-elle, la voix claire et posée. Je sais que Margaret Carter n'est pas ma grand-mère biologique. Mais c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Elle m'a élevé après la mort de ma mère. La juge acquiesça. Tu peux continuer. Abigail regarda Daniel. Son regard ne trembla pas. Cet homme, c'est mon père biologique. Mais il n'a jamais été une famille. Une famille, ce n'est pas celui qui vous met au monde. Une famille, c'est celui qui reste quand on pleure, quand on est malade, quand on crie la nuit et que quelqu'un vous prend dans ses bras. La famille, c'est Margaret. Un silence pesant envahit la salle. Abigail déglutit. Il m'a appelé un investissement. Il m'a giflé quand j'ai parlé de ma mère. Il a dit, je peux t'effacer comme j'ai effacé ta mère. J'ai vécu dans la peur pendant 3 mois. Pas de téléphone, pas de parole. Je n'avais même pas le droit de pleurer. Lauren se leva d'un bond. Objection. Ce témoignage est non vérifié et peut avoir été influencé par Margaret Carter. La juge frappa du marteau. Maître, asseyez-vous. L'enfant a le droit de parler. Ceci est une audience pour le bien-être de l'enfant, pas un débat politique, poursuivit Abigail. Je ne veux pas retourner avec lui. Je n'ai pas besoin de celui qui m'a donné la vie. J'ai besoin de celui qui m'aime. Michael Bennett s'avança et présenta un dossier. Votre honneur, nous avons des preuves pour soutenir le témoignage de l'enfant. Une évaluation psychologique menée par un expert de Child Safe USA indique qu'Abigail montre des signes de traumatisme dus à un isolement prolongé. De plus, voici une copie d'une lettre laissée par la mère de l'enfant, Emily Morgan, avant sa mort. La juge Samantha prit la lettre et lut à haute voix un passage. Si je meurs dans des circonstances suspectes, ne croyez pas qu'il s'agit d'un accident. Protégé Abigail de Daniel Harris.
C'est un manipulateur, pas un père. La salle d'audience se troubla à nouveau. Daniel fronça les sourcils et se pencha vers Lorraine. « Ceci n'est pas recevable légalement, siffla-t-il. Lorraine répliqua. « Mais cela a un poids émotionnel, et cette audience penche en ce sens. » La juge se tourna vers elle. « Maître, Monsieur Daniel Harris a-t-il une réponse à formuler ?» Lorraine inspira profondément et se leva. « Votre honneur, Monsieur Daniel Harris est le père biologique de l'enfant. Il a démontré une stabilité financière, un logement adéquat et l'accès à des ressources éducatives standards. Nous pensons que Madame Margaret Carter a influencé l'enfant à faire une déclaration émotionnellement biaisée. Nous demandons le rejet de toutes les preuves non vérifiées et non recevables juridiquement. » « Vous niez les abus, intervint Michael. « Nous nions toutes les accusations qui ne sont pas confirmées par des témoins ou des preuves vidéo, répliqua fermement Lorraine. La juge Meyers se tourna alors vers Abigail. « Souhaites-tu dire un dernier mot ?» Abigail hocha la tête. Elle regarda Daniel droit dans les yeux. « J'ai rêvé de maman. Elle m'a dit, si je ne suis plus là, trouve Margaret. J'ai choisi quelqu'un qui t'aime plus que le sang, et je crois en elle. » Puis elle se tourna vers la juge. « Je ne veux pas être un investissement. Je veux être une enfant normale, qui peut s'endormir sans avoir peur des pas dans le couloir. » Personne n'osa respirer. Aucun stylo ne bougea. Même Lorraine avait cessé de prendre des notes. Seule la voix de la juge résonna dans la salle. « Cette audience est suspendue pour délibération. Reprise dans 30 minutes. » Dans le couloir, Margaret était assise à côté d'Abigail. Sa main ridée serrait celle de la fillette avec tendresse. « As-tu peur ?» murmura Abigail. « Non, » répondit Margaret. « Mon seul regret, c'est de ne pas t'avoir sorti de ce cauchemar plus tôt. Je ne t'en veux pas. J'ai traversé tout ça moi-même, et je ne veux que personne d'autre vive la même chose. » Dans un coin, Lorraine et Daniel échangeaient des mots bas et tendus. « S'ils prennent la fille, » souffla Daniel, « je poursuivrai Child Safe USA. Je pulvériserai cette affaire avec mon argent. »« Tu as l'argent » répliqua Lorraine sèchement. « Mais elle a la vérité. Et le pays entier regarde. » 30 minutes passèrent. Le tribunal se rassembla à nouveau. La juge Samantha Meyers frappa de son maillet. Après examen des témoignages, des preuves, et en mettant l'intérêt supérieur de l'enfant au premier plan, le tribunal suspend les droits parentaux de Monsieur Daniel Harris. La garde temporaire est confiée à Child Safe USA, avec Madame Margaret Carter désignée comme tutrice de soutien pendant l'enquête en cours. Lorraine se leva d'un bond. « Nous faisons objection. »« Objection notée, » répondit la juge. Mais la décision prend effet immédiatement. Daniel se leva en criant. « Je suis son père biologique. Vous n'avez pas ce droit. »« Nous l'avons, » répliqua Samantha sans ciller. « Parce qu'une enfant a eu le courage de dire la vérité. » Abigail jeta un dernier regard vers Daniel. Il n'y avait ni haine, ni peur, juste un regard calme, comme si elle refermait une porte. Elle se tourna vers Margaret. « Mamie ?» Margaret ouvrit les bras. Abigail s'y précipita et s'y accrocha avec force. « On peut retirer une maison, mais on ne peut pas enlever le sanctuaire du cœur d'un enfant. » La salle 2 résonna à nouveau de pas lourds. Le poids du jour était plus lourd que jamais. Tous les regards se tournèrent vers l'homme resté dehors, devant les portes du tribunal, Daniel Harris, désormais confronté à des preuves irréfutables. À ses côtés, Margaret Carter. Ses cheveux grisonnants, sa posture droite, ses yeux brûlants d'une foi inébranlable. La juge Samantha Meyers ouvrit l'audience d'une voix grave. Cette séance vise à examiner toutes les preuves concernant la mort d'Emily Morgan, mère d'Abigail Morgan, ainsi que les actions présumées de Monsieur Daniel Harris. L'avocate de Daniel, Lorraine Reed, était raide sur sa chaise, le regard fixé vers la juge. Margaret, elle, observait chaque geste, chaque mot. Elle savait que c'était la dernière chance de rendre justice à sa petite-fille. Michael Bennett se leva et s'adressa au tribunal. « Votre honneur, le parquet souhaite présenter des éléments obtenus en collaboration avec l'Agence de protection de l'enfance. Nous avons des enregistrements de menaces et de violences verbales proférées par Monsieur Harris à l'encontre de l'enfant. Le rapport d'autopsie d'Emily Morgan fait l'état d'anomalies suspectes, ainsi que des documents relatifs à une enquête sur un réseau de traite d'êtres humains impliquant Monsieur Harris. » La salle trembla. Daniel s'agrippa à la table, livide.
Michael poursuivit. D'abord, nous allons diffuser un enregistrement obtenu discrètement dans la résidence de Monsieur Harris. Un fichier audio fut lancé. Une voix masculine, dure, grogna. Je peux t'effacer à tout moment, comme j'ai effacé ta mère. Ne sois pas assez stupide pour me défier. Tu ne vaux rien. On entendit ensuite les sanglots étouffés d'Abigail. Le silence s'abattit. L'avocate de Daniel se leva brusquement. Cet enregistrement est truqué, manipulé pour diffamer mon client. Avec tout le respect, votre honneur, des experts judiciaires ont validé l'authenticité de cet enregistrement, répliqua Michael. La juge hocha la tête et demanda le rapport d'autopsie. La docteure Rose Kennedy, spécialiste médico-légale, s'avança. Emily Morgan est décédée dans des circonstances marquées par de nombreux signaux d'alerte. Notre analyse révèle des marques sur le cou indiquant une strangulation avant l'accident de voiture. De plus, les ecchymoses observées ne correspondent pas à un traumatisme typique d'impact. Margaret baissa la tête, suffoquée par l'émotion. Abigail la regarda, les larmes aux yeux. Michael présenta ensuite un dossier volumineux. Voici les documents liés à une précédente affaire de traite internationale où M. Harris était suspect principal. Plusieurs témoins ont initialement témoigné sur le transport illégal de personnes, mais M. Harris a échappé aux poursuites grâce à sa fortune et son influence. Un soupir lourd se fit entendre dans la salle. Daniel se leva d'un bond. Ce sont tous des mensonges. Je vais faire éclater la vérité. Ils paieront. Est-ce une menace envers le tribunal? Interrompit sévèrement la juge. Non, je défends mon honneur et mes droits de père. Cria Daniel. La juge imposa le silence et permit à l'audience de continuer. Michael appela Abigail à la barre. Elle se tint debout, droite, les yeux pleins de détermination. J'ai vu tant de choses. Je n'ai plus peur. Je dis la vérité, parce que ma mère a choisi Margaret pour me protéger, et je lui fais plus confiance qu'à quiconque. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il a fait du mal à ma mère. Il m'a fait peur. Mais maintenant, je ne suis plus seul. L'équipe juridique de Daniel tenta de déstabiliser Abigail, mais aucun argument ne put l'ébranler. À la fin, le tribunal ordonna la mise en détention de Daniel Harris pour poursuite de l'enquête. Abigail se jeta dans les bras de Margaret, en sanglots. « Mamie, je ne suis plus une petite fille sans défense. »« Non, mon amour, » répondit Margaret. « Tu es le témoin qui s'est sauvé elle-même. » Le procès s'acheva alors que l'aube de New York perçait les vitres. Un chemin douloureux, trempé de larmes, venait d'ouvrir la voie à la justice. Et avec lui, une nouvelle vie où l'amour n'avait plus besoin du sang pour exister. Un mois après cette confrontation intense, la salle 2 du tribunal de la famille de New York était à nouveau pleine à craquer. Journalistes, proches, défenseurs de l'enfance, tous réunis dans l'espoir fragile que la justice l'emporterait enfin. Margaret Carter et Abigail Morgan entrèrent ensemble. Calmes à l'extérieur malgré les tempêtes intérieures qu'elles avaient traversées. Main dans la main, elles avançaient. Peut-être que ce lien était la seule force assez solide pour les maintenir debout au milieu du tumulte. La juge Samantha Meyers, qui avait présidé l'affaire depuis le début, scruta la salle du regard, les yeux perçants, comme pour sonder l'âme de chacun. L'audience finale concernant la tutelle d'Abigail Morgan allait désormais commencer. Immédiatement, l'avocat de la plaignante, maître Michael Bennett, se leva et s'adressa à la cour, d'une voix ferme et persuasive. « Votre honneur, nous avons soumis des preuves irréfutables, des enregistrements audio de M. Daniel Harris menaçant l'enfant, des rapports médico-légaux remettant sérieusement en cause les circonstances du décès d'Emily Morgan, ainsi que des rapports complets des services de protection de l'enfance démontrant que M. Harris offrait un environnement oppressif et dangereux à l'enfant. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Mais plus encore, Abigail elle-même s'est exprimée avec bravoure, avec clarté. Elle nous a dit qui était sa véritable famille. Ce n'est pas son père biologique. C'est Margaret Carter. Du côté de la défense, l'avocate Lauren Reed se leva à son tour, la voix assurée mais teintée de fatigue. Votre honneur, mon client, M. Daniel Harris, est le père biologique d'Abigail et détient, selon la loi américaine, tous les droits légaux sur sa fille. Bien qu'il ait été accusé, aucune condamnation pénale n'a été prononcée à ce jour. Nous demandons respectueusement à la Cour de prendre une décision impartiale, fondée sur le droit, et non dictée par l'émotion ou l'opinion publique. La juge Samantha Meyers frappa son marteau, imposant le silence.
Cette cour fondera son jugement sur les preuves, et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. À ce moment-là, Abigail, âgée de 10 ans, celle qui avait tant enduré, fut invitée à s'exprimer. Elle prit une grande inspiration, fixa la juge avec courage, et parla d'une voix claire et posée. « Je sais que Madame Margaret n'est pas ma grand-mère biologique, mais c'est la seule personne qui m'ait jamais aimé et protégé. C'est elle qui m'a appris à être gentille. C'est elle qui m'a appris à être forte quand j'ai perdu ma maman. » Elle serra plus fort la main de Margaret. « Monsieur Harris, continua-t-elle, c'est lui qui m'a fait peur, qui m'a empêché de pleurer, qui m'a interdit de prononcer le nom de ma mère. Je ne veux pas retourner chez lui. » Ces mots résonnèrent dans toute la salle d'audience, comme un serment sacré. Le silence fut total. La juge Meyers se tourna vers Daniel Harris. « Avez-vous quelque chose à répondre au témoignage de l'enfant ?» Daniel fixa Abigail d'un regard glacial. « Je suis son père biologique. J'ai le droit de m'occuper de ma fille. Tout ce qu'elle vient de dire lui a été soufflé par Margaret. Vous n'avez pas le droit de la menacer, de la frapper ou de la couper du monde extérieur, intervint maître Bennett, en pointant Daniel du doigt. Le tribunal dispose de preuves suffisantes et les examinera en détail, répondit la juge, d'un ton ferme. L'audience se poursuivit avec les témoignages des spécialistes de l'organisme Child Safe USA. Helen Parker, superviseur de la protection de l'enfance, déclara. Abigail a vécu dans un isolement sévère, présentant des signes évidents de traumatisme psychologique. L'environnement précédent n'était pas favorable à un développement sain. Elle ajouta. Nous avons observé et évalué sa prise en charge actuelle. Madame Margaret a offert à Abigail un foyer stable, aimant, et ce que le sang ne peut remplacer. Un ancien voisin de Margaret, Monsieur Michael Stone, témoigna. J'ai vu Margaret s'occuper d'Abigail pendant des années comme si c'était sa propre fille. Elle formait une vraie famille. Pas à cause du sang, mais à cause de l'amour. Soudain, une vidéo fut diffusée. On y voyait Daniel hurler sur Abigail, la surveiller excessivement, lui interdire tout contact extérieur, même l'usage d'un téléphone. La salle fut bouleversée. À la fin de l'audience, la juge Samantha Meyers rendit sa décision. Après un examen approfondi des preuves, des témoignages et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal retire à Monsieur Daniel Harris tous ses droits parentaux. Madame Margaret Carter obtient la tutelle légale complète d'Abigail Morgan, indépendamment de tout lien de sang. Abigail se vit également accorder le droit légal de changer de nom et de protéger son identité, pour sa sécurité. Il y a ceux qui donnent naissance à un enfant sans être capables d'en être les parents, déclara la juge. Et il y a ceux qui, sans lien biologique, aiment comme des anges. Une douce salve d'applaudissements remplit la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, Abigail sourit. Un sourire éclatant comme une fleur née en plein hiver. À la sortie du tribunal, Margaret étreignit Abigail avec force. Ses yeux brillaient de bonheur. Elles étaient entourées de voisins, d'amis, de proches. Un journaliste demanda à Margaret. « Pensez-vous que justice a été rendue ?» Elle répondit d'une voix douce. « La justice, c'est la lumière dans les ténèbres. Nous avons traversé de longues nuits, mais aujourd'hui, la lumière est arrivée jusqu'à notre porte. » Abigail murmura à l'oreille de sa grand-mère. « Mamie, je ne te quitterai jamais. » Margaret sourit. « Je serai toujours là. Tant que tu sauras que je suis là, alors c'est pour toujours. » L'histoire se referma sous la lumière dorée d'un coucher de soleil new-yorkais, témoignage éclatant de l'amour véritable et du courage qui dépasse les liens du sang. Les premiers jours après la décision furent empreints d'émotion. Abigail et Margaret revinrent dans leur ancienne maison à Brooklyn, un lieu rempli de souvenirs doux amers. Les rues grouillaient de vie, mais pour elles, la vie avait désormais un goût nouveau. La petite maison n'avait pas changé, avec ses bougainvilliers aux fenêtres et sa table en bois rustique dans la cour. Les voisins les saluèrent, certains avec émerveillement, d'autres avec un silence empreint de remords. Monsieur Robert, un voisin âgé, vint à leur rencontre. « Margaret, je suis désolé d'avoir cru les rumeurs. On s'est tous trompés. » Elle lui serra doucement la main. « Vous n'avez pas à vous excuser. Ce qui compte, c'est qu'Abigail est de retour avec sa vraie famille. » Un après-midi, alors que le soleil baignait la rue d'une lumière dorée, Abigail, pensive, s'assit sur les marches du perron. « Mamie, demanda-t-elle doucement, si un jour je pars loin, tu seras triste ?» Margaret vint s'asseoir à ses côtés et l'enlaça tendrement. « Mon amour,
je n'ai pas besoin que tu sois près de moi chaque jour. J'ai juste besoin que tu saches que je suis toujours là, peu importe où la vie te mène. » Les yeux remplis de larmes, Abigail répondit. « Tu seras toujours ma famille. » Et elles pleurèrent ensemble. Le lendemain, Abigail retourna à l'école, cette fois avec de nouveaux amis, des enseignants bienveillants, sans plus aucune chaîne invisible. Elle pouvait enfin vivre en étant elle-même. Margaret, de son côté, s'engagea activement dans la communauté, militant pour la protection de l'enfance et la reconnaissance des familles non biologiques. Lors d'un événement pour la protection des enfants, elle déclara : « La famille, ce n'est pas que le sang. C'est l'amour et le sacrifice. Les enfants comme Abigail méritent de grandir dans la chaleur de l'amour, pas dans l'ombre de l'injustice. » Pendant ce temps, Daniel Harris avait tout perdu. Les autorités avaient ouvert une enquête complète sur ses actes passés. Un matin, dans une salle d'interrogatoire, Daniel fixa l'officier droit dans les yeux. « Je n'aurais jamais cru être trahi par ma propre fille et cette fausse grand-mère. » L'agent répondit calmement. « Vous avez choisi votre voie. Maintenant, vous en paierez le prix. » Un soir paisible, Margaret et Abigail s'assirent près de la fenêtre, observant les lumières scintillantes de la ville. « Mamie, » demanda Abigail, « tu crois que je peux raconter mon histoire à mes amis ?» Margaret sourit. « Bien sûr. Notre histoire parle d'amour, et de la force de la vérité. » Le visage d'Abigail s'éclaira d'un sourire de paix. Elle savait que, peu importe la grandeur du monde, peu importe où elle irait, le refuge le plus sûr serait toujours le cœur de sa grand-mère. L'histoire se termine sous la lumière éclatante d'un coucher de soleil new-yorkais. Là où l'amour ne dépend pas du sang. Tout ce qu'il lui faut, c'est un cœur chaleureux et le courage d'aimer. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde, celle de la valeur de l'amour véritable et du courage de franchir les frontières du sang. La biologie ne suffit pas à définir une famille. Ce sont l'affection sincère, la protection, et le soin quotidien qui donnent à un enfant un foyer. Et elle nous rappelle aussi la force de la justice, et la persévérance nécessaire pour défendre les plus vulnérables. Parfois, tout commence par un cœur aimant et le courage d'un seul mot pour surmonter l'obscurité et trouver le vrai bonheur.